Aujourd'hui, je reçois une avocate qui, après avoir collaboré avec des cabinets d'avocats anglo-saxons et français, elle a créé son propre cabinet qui est dédié à l'accompagnement des entrepreneurs digitaux et des créateurs de contenu en leur offrant des solutions juridiques sur mesure pour sécuriser et développer leur activité en ligne. Alors aujourd'hui, la personne que je reçois, c'est Maître Camille Pipelier. Salut Camille, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Gaël? Bah, ça va, super, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça fait, voilà, un moment qu'on se côtoie, dans divers événements et j'avais vraiment à cœur de t'avoir sur le podcast pour, bah, venir partager, ton point de vue, ta vision, bah, voilà, de tout l'aspect légal et juridique, bah, pour, les entrepreneurs digitaux, les créateurs de contenu et d'ailleurs, ma question c'est: pourquoi entrepreneurs digitaux et créateurs de contenu? Pourquoi? Alors, moi, j'ai créé mon cabinet en 2019 et puis j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui sont venus vers moi parce que je me suis aperçue peu après avoir lancé mon cabinet que mes clients, c'était des entrepreneurs en ligne, des Mmh. créateurs de contenu. Et c'est vrai qu'on devient spécialiste de leurs problématiques. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, je les accompagne exclusivement. Voilà. D'accord. Excellent. Et quand tu dis tu les accompagnes, parce que souvent, tu sais, quand on lance une entreprise, on pense vraiment comment aller chercher les prochains clients, être amené, bah voilà, à prendre sa part du marché, à prendre sa place. Et qu'est-ce que toi tu vas leur apporter? À quel moment est-ce qu'un entrepreneur digital ou un créateur de contenu va se dire qu'il a besoin de faire appel, bah, justement, au service d'un avocat? Généralement, moi, je vais intervenir après la phase de lancement de l'activité. Parce que quand on lance une activité, on va créer le statut, on va se mettre en auto-entreprise. Donc là, ils n'ont pas forcément besoin de moi puisque c'est généralement très simple à réaliser. Par contre, je vais intervenir sur l'encadrement des relations avec leurs clients, par exemple, avec leurs partenaires, s'ils sous-traitent. Et puis ensuite, dans tout ce qui va être structuration juridique, fiscale, donc passage en société, ou sur des structurations un peu plus complexes comme le montage en ligne. J'interviens aussi par rapport à ça. Mmh. La conformité du site, puisque quand on a une activité en ligne, notre outil le plus précieux, c'est notre site internet. Donc, il faut vraiment qu'il soit conforme, notamment au RGPD. Et un autre axe très important, c'est tout ce qui va être protection, valorisation, exploitation de marques et protection de contenu lorsqu'on vend des formations. Voilà, c'est important de les protéger pour éviter le plagiat ou en tout cas, s'il y en a, eh bien, pouvoir faire valoir ses droits. D'accord, ouais, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération, auxquelles voilà, on pense pas forcément quand on est dans l'énergie entrepreneuriale, on est là: «Yes, c'est parti!» J'ai envie de faire découvrir, les trucs géniaux que je fais au reste du monde pour qu'eux puissent en profiter aussi. Mais c'est vrai que l'aspect légal, c'est quand même, extrêmement important, parce qu'en fin de compte, bah, c'est ce qui se passe quand il y a des voilà, des «disputes» entre guillemets, des mécontentements entre les personnes et de bien réussir à s'encadrer. Et toi, qu'est-ce que tu verrais, voilà, si une personne, voilà, vient te voir et te dit: «Bah, OK, je me suis lancé, ça fait peut-être un an, j'ai créé mon entreprise, elle grandit, le business fonctionne très bien». Par quoi est-ce que toi tu commencerais? Qu'est-ce que tu dirais aux gens par quoi où commencer, quoi? Où commencer? Alors ça, il y a plusieurs axes. Il y a le premier axe, ça va être déjà la relation avec son client. Déjà, est-ce que, il y a une documentation contractuelle? Donc, est-ce qu'il y a des contrats ou des CGV, qui vont être conformes à la réglementation et qui protègent, du coup l'entrepreneur? Ou est-ce qu'il y a des axes d'amélioration par rapport à ça? Pourquoi le contrat ou les CGV? Parce que, au-delà de l'aspect purement réglementation, au-delà de l'aspect conformité, avoir un contrat, sécurisé pour vous et pour votre client, c'est aussi ce qui va permettre d'avoir un meilleur taux de conversion. Et ça, je m'aperçois qu'il y a Mmh. énormément d'entrepreneurs qui négligent cet aspect-là, qui, pensent au contrat uniquement pour l'aspect conformité, mais la conformité, c'est 5. 95, c'est tout le reste. Et moi, lorsque je rédige un contrat, mon objectif, c'est qu'il vous aide à vendre, donc qui vous représente, qui vous êtes, pourquoi vous êtes différent de vos concurrents. Le différenciateur inné, j'essaie de le mettre aussi en avant dans mes contrats. Il C'est une faut bonne que idée le ça. client, lorsqu'il le lise, il se dise, je suis au bon endroit, tout est clair, tout est logique,
il n'y a pas de loup, je signe. Donc moi, je dirais en premier lieu ça, parce qu'il y a un investissement direct qui est lié donc aussi à une augmentation du taux de conversion. Après, le deuxième segment, ça serait sur la structuration juridique. Je vois trop de dirigeants qui ne se rémunèrent pas assez par peur d'être assommés par les charges sociales et fiscales. Et donc, ils ne se rémunèrent pas. Ils créent énormément de valeur dans leur société, mais pour eux, pas vraiment. Sauf que quand on est dirigeant d'entreprise, on ne bénéficie pas du chômage. Donc, si un jour il y a un problème, vous avez un problème de santé ou autre, vous avez une activité plus restreinte, eh bien, il faut avoir quand même d'autres plans pour avoir des sources de revenus. Et ça, c'est très important que le dirigeant, dès le départ, dès qu'on a une activité qui fonctionne bien, de pouvoir se rémunérer pour développer d'autres projets qui puissent voilà, venir pallier s'il y en a un qui fonctionne moins. Donc ça, c'est les deux premiers. Et puis après, j'irai éventuellement sur le développement de la marque, parce qu'une marque, au-delà de l'aspect protection d'un nom, ça a aussi un intérêt Mm. fiscal, ça a un intérêt financier majeur. Donc, je pense que je partirai aussi sur ce point-là. Ah, c'est tellement. Bon, on va creuser parce qu'effectivement, moi j'ai pu voir. C'est déjà le premier point. Le premier point, quand tu dis que le contrat, ça aide à vendre, j'en suis. Moi avant, tu vois, j'y croyais pas. Jusqu'au jour où je perde mon premier contrat à 5 chiffres, donc à plus de 10 000 euros. Ça, ouais, aux alentours des 10 000 euros. Je me souviens plus exactement où c'était. Bref. Euh, Parce que mon contrat, le mec, il m'a dit, il était chaud, il était prêt. Il m'avait déjà envoyé un acompte. Et en fait, moi, je lui dis, bah écoute, je t'envoie le contrat, tu le signes, et puis on commence dans la foulée. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai l'acompte, nickel, tu vois. Et en fait, quand il a relu mon contrat, il m'a dit, mais en fait, ton contrat, il tient pas la route. Donc, je vais pas le signer. Et puis, tu vas me rembourser cet acompte. Et là, je suis passé de euphorie, tu sais, tu dis, ah, trop cool. Un, je vais d'une personne. Deux, mon entreprise a rentré, à rentrer du CA. Fantastique. Et là, à cause du contrat, ça fonctionne pas. Donc là, tu sais, c'est grosse prise de conscience. Tu sais, c'est genre, bah, la leçon à 10 000 euros. Bonjour. Et, et là, du coup, j'ai refait un contrat où je me suis dit, bah, ok, je vais faire le contrat. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai vu différents types de contrats qui existaient. Et là, maintenant, j'ai un contrat que je trouve solide, tu vois. Et c'est vrai que quand je l'envoie, bah, tu sais, j'ai une certaine fierté. La fierté de me dire, ah ouais, c'est pas mal quand même. Ça fait beau gosse quand la personne le reçoit. Ça, c'est tellement, tellement important, mais on n'y pense pas, on l'oublie, tu vois. On se dit, comment aller chercher mes prochains clients sur LinkedIn, tu vois. Et Mais puis, pas il y a l'importance une du contrat. question de cohérence aussi, Gaël. C'est-à-dire que si tu as une personne en call où tu vends ton produit, que tu fais professionnel, tu dis voilà, mon produit va être comme ça, et puis qu'après, bon, bah, je vous envoie le contrat, et que le contrat qui est envoyé, ça fait 2 pages, c'est mal rédigé, il y a des clauses qui n'ont pas de sens, ça va faire une dissonance. Et Ouais. donc, la personne va se dire oula, est-ce que je dois pas me méfier parce que j'ai la Mhm. personne, mais j'ai un contrat qui est complètement différent Oui, de ce que j'ai vu en fait. Et c'est clair. sachant que dans le secteur en ligne, on ne se voit pas. Donc il y a encore plus de méfiance. Il y a eu tellement Mm. d'abus dans ce secteur-là qu'aujourd'hui les clients sont sensibilisés et font attention à ce qu'ils signent, font attention à la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils vont aller regarder les documents, ils vont aller se renseigner pour savoir où est la société, comment ça se passe, qui est ce dirigeant, Mm. aller sur les réseaux sociaux. Et donc on est quand même face maintenant à des clients avertis qui font beaucoup plus attention à ça, donc à la cohérence aussi entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ont entre les mains ensuite. C'est clair. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus aussi. C'est des clients qui. Autant avant, j'avais des clients qui débarquaient sur des appels avec moi, la fleur au fusil, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Autant là, ils font des recherches en amont, ils regardent où est mon entreprise, ils regardent tout ça. Je suis là, ouais, tu sais, je suis flatté d'un côté parce que je me dis, ok, il arrive, c'est pas un touriste. Et lui, il ou elle sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est tellement important que son image, que ce qu'on fait transparaître, bah, soit raccord, que le contrat, c'est pour moi un incontournable, tu vois. Et ça, tu vois, je te l'aurais pas dit il y a quelques années en arrière, tu vois. Avant, mes contrats, ils faisaient 2 pages. C'était je vais faire ça, tu vas me donner ça dans cette durée-là, tu vois. Fin de l'histoire. Alors que là, maintenant, je vois, il y a énormément de clauses supplémentaires. Et un point aussi qui est intéressant, c'est que le contrat, c'est un document qui est vivant, tu vois. Enfin, je veux pas te l'apprendre, tu vois. Mais pour la personne qui nous écoute, c'est pas un document qui est figé. Complètement.
Complètement, c'est un document qui doit évoluer aussi avec les feedbacks de vos clients. Par exemple, il y a certains accompagnements, lorsque ça dure plusieurs mois, tiens, on va avoir un retour client, on va se dire cette problématique-là, je vais l'intégrer directement dans mon contrat, je veux plus qu'on me pose la Mm. question. Ça peut être un exemple, mais lorsqu'il y a des rendez-vous en visio qui vont être pris, bah, quand on s'aperçoit qu'il y a plusieurs rendez-vous qui vont être reportés au dernier moment ou des annulations à 2 heures près du rendez-vous, bah, ça peut être intéressant d'intégrer dans son contrat, bah, attention, si vous n'annulez pas ce rendez-vous avant le délai de 48 heures, eh bien, il est considéré comme réalisé et on passe au suivant. Ou alors, bah, il est réalisé tout court, quoi. Mais Ouais. ça permet surtout de responsabiliser le client. Et lorsqu'on prévoit ce type de clause, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça ne se produit pas Mm. C'est parce que clair. les clients sont responsabilisés. Absolument. Ah, ouais, c'est en fait, c'est vraiment une globalité. Et je pense que au-delà du contrat, je pense que c'est quelque chose qui vient aussi agir sur le subconscient de l'entrepreneur et de l'entreprise, qui leur dit, bah en fait, c'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est intéressant, Exactement. comme Ça, quoi c'est vraiment un tout, tu vois. tout à fait. J'ai pas entendu ce que tu as dit, tu peux répéter? Ça montre un professionnalisme et un sérieux, en fait. Et ça, Ouais, c'est c'est clair. vraiment très important aujourd'hui, encore plus quand on vend en ligne, où les personnes ne nous voient pas directement physiquement. Ouais. Ils ont besoin de sentir qu'on est professionnel. Et c'est vrai que si on leur envoie pas de contrat, un email ou un contrat de 2 pages, ça peut susciter de la méfiance ou en tout cas, bah, ça peut aller faire en sorte qu'ils vont plutôt aller vers un concurrent plutôt que vers vous. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Le deuxième point que tu as soulevé, et ça c'est j'ai envie d'aller creuser, c'est se payer. Oui, Et et c'est tellement important et on dirait pas. Et c'est vrai qu'en France, tu vois, tu as pas mal de choses, tu me disais d'un point de vue de la fiscalité et cetera, où la France, ça peut être plus compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il y a des règles et des lois à suivre. Et moi, je vois, tu vois, j'ai des prospects au téléphone, c'est soit, bah, ils s enfin, par rapport à se payer, je sais pas trop, donc tu vas nous éclairer, mais tu vois, toute leur relation plus à la partie taxe et ces gens, ils sont surpris des factures de TVA. Ils me disent: «Ah ouais, j'avais pas prévu cette facture de TVA». Et je suis là: «Mais les gars, la TVA, c'est un truc, c'est pas ton argent, en fait. C'est l'argent de l'État qui te l'a avancé, en fait. Et c'est 20%. Donc quand tu vends un truc à 10 000 €, bah, tu sais que tu vas avoir 20% de ça, 2 000 € qui vont pas dans tes poches. Et ils se disent: ouais, il y a l'URSSAF, j'avais pas prévu l'URSSAF. Je fais: mais les gars, l'URSSAF, c'est pas un truc qui est tombé d'hier, c'est pas une nouvelle loi. Donc moi, il y a quelque chose où enfin, aide-nous, tu vois. Aide la personne qui nous écoute oui. à Et à, alors, à faire entre guillemets copain copain avec tout ça, mais surtout à l'anticiper. Tu sais, parce que c'est quoi, c'était quoi l'expression? C'était anticiper, c'est diriger, ou anticiper, c'est dire. Enfin, il y a une expression un peu comme ça. J'ai pas exactement. Non, anticiper, non. Diriger, c'est prévoir, quoi. moi, je suis partie d'un constat. En Ah, fait, donc j'accompagne beaucoup de CEO. Généralement, ils sont associés uniques de leur société. Ils ont lancé leur entreprise, ça fonctionne très bien. Ils s'investissent énormément dans leur société, énormément, que ce soit en termes d'argent, en termes d'énergie. Leur société, c'est eux. Et souvent, bien trop souvent, ces mêmes personnes ne se rémunèrent pas assez par peur d'avoir énormément de charges sur eux. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se rémunère qu'en salaire, qui est aujourd'hui le levier de rémunération qui va être utilisé par quasi exclusivement tous les dirigeants, bah, ça coûte cher. Quand on est en SASU, en salaire, ça coûte très cher. On veut sortir 3 000 € dans notre poche, il faut donner 3 000 € à l'URSSAF. Et il faudra donner aussi un petit peu à l'impôt sur le revenu. Donc pour la société, ça coûte très cher, pour après le dirigeant aussi. Donc parfois, on arrive à des états de paralysie où la personne se dit, bah, je me verse le minimum. Et puis on verra après, à la fin de l'année, éventuellement, on prendra quelques dividendes. Mais même les dividendes en SASU, c'est 30%. Après impôt sur les sociétés. Donc ça reste quand même très élevé. On a une imposition en France qui est quand même globalement assez forte et c'est pour ça qu'on est l'un des pays les plus imposés au monde. Donc l'idée, c'est, en tout cas pour le dirigeant, lorsque je les accompagne sur ce sujet-là, et d'ailleurs j'ai un produit qui est en cours de formation sur ce sujet, pour encore mieux accompagner les dirigeants et les informer sur les différents leviers de rémunération, parce que ça, c'est la première étape, c'est déjà s'informer sur les différentes possibilités que l'on dispose en tant que dirigeant pour se rémunérer. Il n'y a pas que le salaire,
Il n'y a pas que les dividendes, il y a d'autres leviers de rémunération possibles et il faut les connaître. Je pense notamment au levier redevance. Et ensuite, comment trouver un juste équilibre? Et c'est là où c'est pas évident. Donc, il faut avoir des outils à disposition pour pouvoir faire des calculs et se dire, bah, je vais me rémunérer un peu en dividende, je vais me rémunérer un petit peu en salaire, un petit peu en redevance et arriver à un taux d'imposition global qui soit satisfaisant. Mais surtout, au-delà de la satisfaction du taux, où on sait exactement combien on va payer pour pouvoir provisionner cette somme-là, parce qu'on sait parfois, on n'a pas le paiement en instantané dès qu'on se verse la somme, ça va être décalé un petit peu dans le temps, parfois il peut y avoir des régularisations l'année suivante. Donc l'idée, c'est d'anticiper les coûts. Et moi, ce que je préconise comme ça toujours aux entrepreneurs que j'accompagne, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur des banques en ligne, mais je sais que les banques traditionnelles le font aussi, c'est d'avoir un sous-compte. Un sous-compte, ça coûte 0 € et sur ce sous-compte, on bascule toutes nos provisions pour charges. Vous avez des plateformes comptables en ligne qui sont très bien, qui vous calculent la TVA due en temps réel. On bascule la TVA due dans ce sous-compte. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. On sait où on va. On sait exactement ce qu'on a dans notre poche. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on ne paye pas en temps et en heure la TVA ou l'URSSAF, ça fait des majorations et du coup, ça vient encore aggraver la situation. Donc, il est vraiment très important d'anticiper et de tout de suite provisionner la somme dès qu'elle est là. J'adore ce que tu dis. Je pense que c'est un des messages les plus importants que toutes les personnes, tous les entrepreneurs devraient écouter, surtout, tu vois, quand ils sont dans des... Bah, c'est même pas que dans des phases de démarrage, je pense que c'est tous les entrepreneurs qui ne devraient entendre ça. Parce que combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Ah oui, Miguel, là, j'ai la TVA, j'ai l'URSSAF qui viennent d'arriver, j'avais pas prévu. » Bon, hormis, tu vois, on met de côté quand le comptable a mal fait son travail, ce qui arrive également. Et ce que tu dis, Ce qui arrive malheureusement. mais bon, là, voilà, tu vois. Mais bon, ça n'empêche pas, tu sais, c'est pas parce que. La confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Pas parce que tu as confiance dans la personne que tu dois pas contrôler ce qu'il a fait, tu vois. Et je pense que Et Gaël, tu me vas-y, bon. rejoindras sur ce point-là, mais quand on est entrepreneur, il faut déléguer ce qu'on maîtrise. Alors, on n'est pas obligé d'être expert dans ce sujet-là, Ouais, mais il faut comprendre le mécanisme. Il faut ouais. pouvoir prendre des décisions seul. Ne laissez jamais des personnes prendre des décisions à votre place. Même dans mon domaine, moi, je donne les informations. J'essaye de donner de la matière pour que le dirigeant puisse se dire, OK Camille, on part dans cette direction. Je ne prends Mhm. jamais la décision à sa place. Je veux qu'il Magnifique. comprenne pourquoi on part dans cette direction et que lui-même après il puisse se dire, OK, je fais ça pour telle et telle raison et qu'il soit en mesure d'arbitrer lui-même. Ne laissez jamais une personne arbitrer pour vous. Il faut comprendre, être curieux, même quand c'est pas notre domaine. Il faut vraiment essayer de maîtriser quand même tous ces éléments. Absolument. Absolument. C'est tellement important, en fait, d'avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Ça peut paraître simple de dire ça, mais c'est tellement, tellement, tellement important. C'est juste incroyable. Et je te rejoins sur les multiples comptes. Moi, c'est quelque chose que un de mes tout premiers mentors, qui s'appelle Andrew Priestley, qui est un Australien de l'entreprise Dent, qu'il a avec son fils, qui ont aidé des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Il nous a dit, faites plusieurs comptes. Ayez votre compte principal. Alors, c'est pour l'Angleterre, donc ça va pas être les mêmes chiffres qu'en France. Mais lui dit, compte principal, 60%. Donc, si vous faites rentrer un virement de 10 000 euros, vous allez prendre 6 000 euros que vous allez placer sur ce compte-là. 30% que vous allez conserver pour les différentes taxes que vous allez avoir. Donc, ce qui veut dire 3 000 euros. Et 10%, donc 1 000 euros pour les, comment dirais-je, les trucs un peu fun. Tu sais, c'est genre, bah voilà, t'as une nouvelle opportunité qui arrive. Bah, à la place de dire est-ce que j'ai la trésorerie, tac, tu sais que t'as déjà ça dans ton compte. Alors oui, les premières fois, ça pique un peu de voir son compte qui, t'as 10 000 euros qui rentrent, mais en fin de compte, t'en as que 6 000 sont là. Oui, mais par contre, je peux te dire une chose, c'est quand t'as à payer tes taxes, t'es bien content de pas avoir à dire comment est-ce que je vais payer. Et à déjà les avoir. Et ça, c'est tellement, tellement important pour moi. C'est un game changer qui est énorme que vous qui nous écoutez,
mettez ça en place dans votre business. Toi, tu appelles ça des sous-comptes, Oui, c'est c'est des ça. sous-comptes, Et, hein. et Après, tu on peut. recommanderais Alors, quoi? Dis-moi. oui, je t'en prie, Gaël. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à faire? Euh, Quelle banque? Quelle solution? Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que toi, tu vois dans ton quotidien qui aide les gens? Alors, moi, je n'ai aucun partenariat, je précise, avec aucune banque ni rien. Ce que je constate, c'est qu'il y a deux banques aujourd'hui en ligne qui se démarquent dans notre secteur. Ça va être Conto et ça va être Revolut. Moi, c'est ce que je constate. C'est vraiment aujourd'hui les deux banques du secteur qui se démarquent, qui permettent de faire aussi beaucoup d'automatisation avec les logiciels de comptabilité en ligne, puisque on a aussi des plateformes en ligne qui sont très bien, qui communiquent entre elles. Et Conto, par exemple, on peut tout à fait créer des sous-comptes donc dans cette plateforme-là. Donc voilà, c'est des possibilités, mais encore une fois, ça existe aussi dans les banques traditionnelles. Si vous le demandez à votre conseiller, il ne vous fera pas payer un sous-compte. Ça me Ouais. semble. Ou alors, c'est qu'il est vraiment pas gentil, hein, mais en principe, non. Et pour eux, c'est rien, puisqu'en fait, il n'y a pas de carte bancaire, c'est juste un compte Mhm. comme ça qui est ouvert pour les charges. Ouais, je confirme. Et tu peux même, moi j'étais sur certaines banques où en fait je percevais des intérêts sur ces comptes-là en fait. En Oui. fait, j'étais chez une banque en Angleterre qui s'appelle Barclays et ils avaient, bah voilà, j'avais mon compte principal et deux sous-comptes. Et sur ces sous-comptes-là, j'étais rémunéré tous les X pour l'argent qui était dessus. Donc ouais, c'était vraiment très 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 pratique. Et donc on a vu l'importance du contrat, l'importance de se rémunérer. Et troisièmement, tu parlais de l'importance de la marque. Oui. Alors, La marque, explique-le comment ça fonctionne euh, pour avoir justement cette... voilà, comment ça marche. Comment est-ce que toi tu l'envisages au-delà juste de créer un nom? Comment ça marche? Déjà, souvent lorsqu'on lance son activité, et que ce soit une activité en ligne, que ce soit aussi des créateurs de contenu, généralement, votre audience, elle va vous reconnaître à travers un signe, donc un nom, qui va vous différencier de vos concurrents. Ce signe, tant qu'il n'est pas déposé auprès de l'INPI ou auprès d'un autre organisme de marque, de propriété intellectuelle, ça n'est rien. Ça n'a aucune valeur, ça ne représente rien. Dès lors que vous allez déposer ce signe auprès de l'INPI, donc en France, et que ça va devenir une marque, eh bien, cela se transforme en un actif qui va se valoriser, qui va s'exploiter, sur lequel vous aurez un monopole d'exploitation sur cette marque dans votre secteur d'activité. Donc, aucun de vos concurrents ne pourra utiliser cette marque pour ses produits. Donc ça, c'est un aspect déjà qui est très important. Parce que le danger, c'est que si on a un nom qu'on utilise fréquemment ou notre produit phare aussi, une marque, ça peut être le nom de notre produit phare, qui est vraiment où nos clients nous reconnaissent à travers ce nom. Eh bien, si on a des concurrents qui l'utilisent, ça peut détourner notre clientèle. Ça peut porter à confusion aussi pour nos clients. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi ce monopole d'exploitation par rapport à notre marque. D'autant plus que si on fait des chartes graphiques, on a recours à des prestataires pour avoir une belle charte, un beau site internet, un beau logo, et que derrière, eh bien, on a un concurrent qui dépose notre signe qui n'avait pas été déposé lui en tant que marque, eh bien après, c'est lui qui peut venir nous embêter et nous dire, ah, il faut que tu arrêtes de l'utiliser. Et donc là, tous les investissements réalisés, il n'y a plus qu'à tout refaire. Il n'y a plus qu'à retrouver un autre nom. Et ça, c'est assez compliqué aussi moralement, au-delà de l'aspect financier qui est là, hein, parce que bon, quand on doit changer du jour au lendemain toute notre identité visuelle, tous nos réseaux sociaux sous le nom sur lequel on est reconnu, c'est très difficile moralement. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un point. Et puis, au-delà de cet aspect monopole d'exploitation, la marque, c'est aussi un actif qui se valorise. Et ce qui est incroyable, c'est que la marque, par exemple, si c'est le nom de votre offre signature ou si c'est le nom de votre entreprise, eh bien, plus votre activité va croître, plus votre marque va prendre de la valeur. Aujourd'hui, les grandes maisons de luxe, ce qui a le plus de valeur, c'est leur marque dans leur bilan. C'est vraiment très important et un jour, si vous le souhaitez, vous pourrez céder cette marque et donc en tirer des bénéfices.
Et il y a un aspect fiscal aussi. On parlait tout à l'heure des différents leviers de rémunération, mais à travers une marque, c'est quelque chose qui peut s'exploiter, c'est quelque chose qui peut se louer, se concéder à un tiers, et on peut en recevoir des redevances. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ces mécanismes-là pour pouvoir tirer profit, je dirais, au maximum de la marque. Mais j'attire aussi ton attention sur un point. Je vois trop de personnes, moi, qui déposent une marque seule auprès de l'INPI, qui font pas forcément les choses correctement. Et le jour où il y a un problème, et le problème généralement c'est un concurrent qui l'utilise, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent même pas en fait faire valoir leur marque. Donc il faut faire attention quand même au moment du dépôt. C'est vrai que sur le site de l'INPI, ça paraît plutôt intuitif au premier abord, mais il y a quand même quelques points techniques auxquels il faut faire attention parce que sinon on peut se sentir protégé alors qu'on ne l'est absolument pas. Est-ce que tu connais ces points techniques? Les points Peut-être. techniques, Tu peut-être pas oui. obligé de les. En fait, pour t'expliquer, Gaël, quand on dépose une marque, on a différentes classes, ce qu'on appelle la classification de Nice. Les classes correspondent à des classes de services ou de produits qu'on doit sélectionner en fonction, nous, de comment on va exploiter la marque. On va sélectionner des classes et à l'intérieur, on va rédiger des intitulés. Et c'est très important parce que cela va correspondre à notre champ de protection de marque. Si on sélectionne les mauvais intitulés, parce que généralement, quand on le dépose seul, on les rédige pas soi-même. Moi, je les rédige moi-même. Donc, chaque intitulé est sur mesure. Mais les personnes, quand ils le font seuls, ils vont sélectionner les intitulés proposés par l'INPI. Et voilà. Sauf que généralement, c'est pas les bons intitulés qui vont être sélectionnés. Pas dans la bonne classe. Ou alors pas toutes les classes. Ce qui fait que la marque va être déposée, mais ne va pas couvrir un champ de protection optimal. Et que si un concurrent l'utilise, parfois ça peut être très compliqué de faire valoir ses droits. Sachant qu'on a un problème. Parce que là, on pourrait se dire, écoute Camille, c'est pas grave, à ce moment-là, on t'appelle, puis tu nous modifies la marque. C'est pas possible. Une marque ne peut pas être modifiée, on peut pas ajouter des éléments, on peut que en retirer. Et c'est généralement pas le problème. Donc on doit généralement en ajouter. Donc il faut tout redéposer quand il y a une erreur. Donc je dis souvent, il vaut mieux attendre un petit peu plus avant de déposer sa marque, mais le faire correctement, voire faire appel à un expert, que de le déposer un peu dans la précipitation, se sentir protégé alors qu'on ne l'est pas. Extraordinaire. Très intéressant comme. Voilà. Et tu vois, c'est vraiment rentrer dans ces subtilités. Tu sais, on dit le diable est dans les détails. Et là, c'est là où tu viens vraiment mettre le doigt. C'est ce diable, entre guillemets, qui est lié à voilà, vraiment les spécificités du dépôt de marque. Et alors, moi, je vois, j'ai des clients qui, donc, à travers mes accompagnements, ils sont amenés à créer leur méthodologie unique pour délivrer leur service. Et certains d'entre eux viennent le déposer à l'INPI. Et est-ce que ça rentre également dans le même registre que la marque, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est en plus de la marque, donc faire la marque plus leur méthodologie? Comment est-ce que ça Alors, fonctionne? la méthodologie en tant que telle ne peut pas être protégée. Ok. Alors, parce qu'ils ont déposé le nom à l'INPI, tu vois. Alors, ils peuvent déposer le nom, mais ça ne va pas protéger leur méthode. D'accord. Donc La ça. Alors, par exemple, souvent, on parle du brevet. Le Ouais. brevet, il faut une réponse technique à un problème technique. Donc, généralement, c'est pas le cas quand on est en entrepôt en ligne. Toutes les méthodes, on n'a pas de protection possible. La seule protection que l'on a, qui est très importante, c'est dans les contrats avec les partenaires, les contrats avec les sous-traitants qui vont intervenir directement dans nos business. C'est là où il faut des NDA, donc des accords de confidentialité, qui vont aussi traiter de la propriété intellectuelle, qui vont aussi traiter de tout ce qui touche au RGPD. Mais ça, c'est indispensable. Et c'est ça qui va réellement protéger votre méthodologie en indiquant, si tu dévoiles cela, voilà la sanction. Et la sanction, on la quantifie maintenant. Et la sanction, elle est élevée. Ce qui fait que là aussi, c'est un petit peu comme pour le contrat pour le client qu'on évoquait tout à l'heure, on responsabilise la personne. Ça montre votre professionnalisme. Et le sous-traitant qui intègre votre business avec un NDA, il va dire, oula, chez Gaël, moi je fais attention, je vais pas stocker les informations sur mon ordinateur, je vais peut-être pas tout rebasculer sur mon téléphone, on va faire plus attention que ce qu'il pourrait faire pour un autre client. C'est le seul moyen pour protéger votre méthode, pour protéger votre business, les informations
qui sont dans votre business, c'est les accords avec des clauses spécifiques. Une marque ne pourra pas protéger la méthode, ça va protéger le nom, mais ça ne D'accord. protégera pas la. Ok, donc quand je dis ça, ouais, c'était un abus de langage que ça vient protéger, c'est leur nom qu'ils ont créé, Oui, mais pas les détails. Les détails, c'est un autre, je dirais, système légal, un autre outil légal qui est plus du ressort de la NDA quand tu es avec d'autres partenaires et aussi avec tes clients, c'est dans ton contrat de dire que voilà, c'est le respect de la propriété intellectuelle, que les personnes ne viennent pas réutiliser ce que tu as, ce que tu as créé. exactement. Intéressant. Donc la INPI pour les méthodologies, ça protège le nom de la méthode. Ok, excellent. Magnifique. Magnifique, magnifique. Très intéressant. Bah, extraordinaire de vraiment bien comprendre ces trois enjeux extrêmement importants quand tu es entrepreneur en ligne et ou euh, un créateur de contenu. Donc avoir des contrats qui soient solides pour montrer ton sérieux, se payer et surtout de se dire qu'il y a plusieurs façons de se payer en France. Et point numéro 3, comment venir protéger eh bien, ce qu'on est amené à créer, notamment notre marque, et également venir la faire valoir sur ses bilans comptables comme étant un actif de l'entreprise. Excellent. Et donc, tu sais, le nom du podcast, tu l'as très bien dit juste avant, c'est le différenciateur inné, où tout l'objectif, c'est d'aller comprendre ce qui vient différencier les business. Pour moi, tu sais, un business ne va être prospère que si on arrive à dire que pourquoi lui, il est différent de lui. Comment tirer son épingle du jeu. Oui. J'ai presque envie de te dire, Gaëlle, que tu pourrais répondre à ma place parce que tu me connais bien sur cela. Donc, je pense que tu sais un petit peu ma spécificité dans mon domaine. Je pense que la première chose, c'est mon accessibilité, ma Oui. disponibilité. Moi, je suis dans une relation horizontale avec mes clients. J'apprends d'eux autant qu'ils apprennent de moi. Ça, c'est très important. On m'appelle pas maître, on m'appelle Camille et ça me va très bien. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui me différencie par rapport à d'autres confrères. Et Mm. puis, voilà, je pense que c'est ça vraiment mon différenciateur inné. Et je suis, en fait, je fais ce métier-là vraiment par passion. Et je pense que ça se ressent, la sincérité que je peux avoir dans mes relations avec mes clients. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas que des flux monétaires. Il y a bien plus que ça dans une relation. Il y a énormément d'échanges. Et, et c'est ça que je viens rechercher. C'est ça que j'apprécie dans mon quotidien. C'est vrai. C'est vrai, je dirais, t'es une avocate à qui on aime parler, tu vois. Et au-delà de ça, c'est ça, moi, tu vois, j'ai eu quand j'étais plus jeune, j'ai été traumatisé par les avocats avec dans ma famille, avec ou entre mes parents, il y avait toujours les avocats pour dire ah oui comment ça se passe la pension. Donc moi j'étais ah les avocats c'est une tannée. Mais c'est vrai que t'es abordable, tu réponds pas avec du langage d'avocat incompréhensible, imbitable. Et surtout il y a une chose, c'est euh, tu vois ton envie de bien faire. En fait tu te mets pas toi-même sur un piédestal, tu vois. Tu sais que tu as tes compétences, tu sais très bien faire ton boulot, mais tu es vraiment dans, je veux pas, oui, bonjour, je suis avocat. Non, t'es là vraiment pour être, c'est comme si on t'a dans notre équipe, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial, tu vois. Ça, c'est c'est facile à aborder, puis aussi, voilà, tu te dis pas, bah non, là, je peux pas, je suis en vacances pendant tant de temps, je te réponds pas, tu vois. C'est non, t'es quand même présente pour les personnes, et ça, c'est vraiment très agréable. Et Bah, ça, merci c'est cool. Gaëlle. Et en tout cas, c'est ma manière de faire et c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est en étant Ouais. comme ça. C'est parfaitement aligné avec qui je suis et c'est ce qui me rend heureuse en fait dans ce Ouais. qu'on fait. Et c'est aussi le message que je pourrais faire passer, c'est vraiment d'être aligné dans vos business. Mm. C'est très important. Prendre plaisir, c'est extrêmement important puisque vos clients, ils le ressentent, je pense, quand on prend plaisir Ouais. et ça donne une autre saveur à nos journées. Ouais. Et c'est vrai que je ne t'appelle que maître pipelier que pour rigoler. Ça, c'est vrai. Je sais Et bien. tu sais, dans la mission de mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Donc là, on vient de révéler ton potentiel, on a expliqué au monde, voilà, les spécificités
de Camille, son différenciateur inné. Et l'autre partie, c'est de connecter l'humanité. Et donc, nous, on s'est rencontrés dans un événement au Bichot avec Aline Bartolis et Maëva qui nous avaient mis en contact la première fois. Et pour continuer cette chaîne de connexion, est-ce que tu aurais une personne en tête que tu connais? Tu sais, c'est pas le... As-tu une personne vivante ou morte que tu souhaiterais me mettre en non, vivante vivante parce que sinon on peut pas faire de podcast. Et voilà, pour l'interviewer, pour qu'à son tour on vienne révéler son Oui, potentiel et son j'ai différenciateur inné. une personne en tête et je pense que tu vas prendre énormément plaisir à échanger avec elle, Gaëlle, parce que vous avez beaucoup de points communs dans votre vision des choses. Elle Ah, s'appelle Marie-Laure Namon, plus connue sous le nom de Mel vous en prie. Elle est deux. Mel vous en prie. D'accord. Elle est OBM. Elle a une agence d'OBM. Et alors, elle a une particularité que je trouve fantastique et que tu vas adorer. C'est que c'est quelqu'un qui adore connecter. C'est Excellent. quelqu'un qui va dans énormément d'événements et pour qui le networking, c'est extrêmement important. C'est la base de tout business. Mhm. Et Marie-Laure, c'est vraiment une personne extraordinaire pour cela. Et je pense que tu prendras beaucoup de plaisir avec elle. Eh bien, Marie-Laure, si tu nous écoutes, ce sera avec grand plaisir de t'avoir ici avec nous et puis pour venir révéler ton différenciateur inné. Extraordinaire. Ma chère Camille, pour les personnes qui nous ont écoutés et qui se disent bah soit il faut absolument que je trouve des meilleures façons de me rémunérer. Ah, j'ai pas vraiment de contrat, il me faut un contrat. Ah, j'ai une marque mais elle n'est pas vraiment déposée. Comment te contacter? Comment rentrer avec toi si on est entrepreneur dans le digital ou si on est créateur de contenu? Le mieux, que ce soit sur mon site internet ou aussi il y a un lien sur Instagram, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Donc la première consultation stratégique, elle est gratuite, elle dure 30 minutes. Mon objectif, c'est de prendre connaissance de votre situation, de vos besoins et ensuite de vous proposer quelque chose ou non. Parce que parfois, il n'y a pas besoin de proposer quelque chose. Je peux vous orienter directement, auquel cas je le fais directement, sans problème. Et si je peux vous accompagner, eh bien, je vous dis comment et j'essaie de vous proposer quelque chose d'adapté à votre situation. Magnifique. Et ben, de toute façon, on mettra les liens sous le podcast pour rentrer en contact avec Camille voilà, sur les réseaux et aussi sur son site pour prendre rendez-vous avec elle. Magnifique. Bah, écoute, Camille, ce podcast touche à sa fin. Et je te laisse le mot de la fin. Avec quel message est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent? Le message, je dirais que le juridique, c'est extrêmement important dans un business. Il ne faut pas voir ça comme une charge, mais comme un Mm. investissement pour votre sécurité, un investissement également pour mieux convertir. Il ne faut pas non plus en avoir peur. Il faut procéder étape par étape. On a bien vu avec Gaël qui m'a posé la question, mais du coup, sur quoi se concentrer? On ne peut pas tout faire en même temps, mais essayez de vous fixer des objectifs au fur et à mesure. Et croyez-moi, vous verrez une réelle différence dans votre activité. Étape par étape. Magnifique. J'appelle ça l'approche du 1%. À la place de vouloir tout faire d'un coup, ce qui en général fait extrêmement peur, c'est y aller étape par étape. Camille, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as partagé. Très actionnable. J'ai beaucoup appris également. Je pense qu'on aurait pu continuer à discuter un moment sur tous ces aspects-là. Merci à toi, Gaël. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Et à bientôt pour vous au prochain épisode. Salut.